Au cours des derniers mois, plusieurs attaques se sont survenues sur la frontière ivoiro-burkinabé, des attaques qui ont occasionné des morts et des blessés, des attaques qui témoignent de l'expansion du spectre de l'extrémisme violent qui plane en Côte d'Ivoire. Alors, qui sont derrière ces attaques? À quel point notre pays est-il exposé? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle se prémunir contre l'extrémisme violent? Avec le professeur Aboulaye Bamba, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université de Cocody, nous allons essayer de comprendre le phénomène du djihadisme en Côte d'Ivoire et à quel point notre pays est exposé. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, Jean-Louis. Ouais. Dites-nous, ces attaques que la Côte d'Ivoire a connues ces derniers mois à la frontière ivoiro-burkinabé, peuvent-elles être attribuées au djihadisme? Merci, M. Jean-Louis. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de ces attaques. Vous avez commencé effectivement depuis 2020, mais il faut remonter déjà depuis 2016 avec l'attaque de Bassam, qui était déjà un signe avant-coureur de ce que la Côte d'Ivoire était dans la ligne de mire des djihadistes. Oui, effectivement, même si pour l'instant, ces attaques n'ont pas été officiellement revendiquées, mais tous les regards se tournent vers le groupe de Katiba, Massina, qui semblerait être à l'origine de ces attaques contre le territoire ivoirien. Donc je dirais oui que ces attaques sont liées et guidées par des djihadistes qui, depuis un moment donné, après le Mali et le Burkina, ont orienté leurs actions en direction de la Côte d'Ivoire et à travers la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Ces analystes, même à partir de l'attaque de Kafolo, ont estimé que l'armée ivoirienne était associée à l'armée du Burkina pour mener une opération de ratissage dans la zone et que c'est des représailles contre l'action de la Côte d'Ivoire qui seraient à l'origine de ces attaques répétées. Mais il faut aller au-delà de cela parce que la Côte d'Ivoire avait l'obligation également, en termes de solidarité et de prévention, de s'ajouter, de travailler de commun accord avec l'armée du Burkina pour essayer à titre préventif de déjà circonscrire les menaces. Et puis ces menaces sont arrivées, elles se sont traduites par des attaques, Kafolo 1, Kafolo 2, ensuite des attaques sur d'autres zones vers Bouna. Ces djihadistes, de façon générale, ont des objectifs, je dirais, religieux, qui en réalité n'en sont pas une. Tout simplement parce que, pour moi, ils se cachent derrière l'islam pour atteindre des objectifs qui sont purement personnels. D'accord. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment exposée? En tout cas, quel est le risque réel pour la Côte d'Ivoire face à ce phénomène? Oui, nous sommes exposés, d'autant plus que ces attaques que je viens de citer tout à l'heure montrent déjà qu'au-delà même de l'exposition, nous sommes déjà dans la ligne des mines des djihadistes. Il appartient maintenant au gouvernement, et je pense qu'ils ont déjà commencé à maintenant anticiper à travers ces actions et à ces différents niveaux de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau du législateur, au niveau de l'armée, au niveau des forces de police, au niveau de la coordination avec les pays voisins et au niveau de la CEDEAO et la France. La Côte d'Ivoire a commencé à prendre la chose au sérieux et a commencé également à riposter face à ces attaques djihadistes. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un terreau fertile pour le développement du djihadisme? Pas la Côte d'Ivoire particulièrement, mais certains facteurs qu'on retrouve en Côte d'Ivoire peuvent expliquer que ces djihadistes s'intéressent à notre pays. D'abord, nous avons une ouverture sur la mer. Ils ont peut-être dans leur dessein envie d'avoir cette ouverture sur la mer pour essayer d'élargir un peu les actions qu'ils mènent. Mais il y a surtout au niveau du Nord certains éléments sur le plan social. Certains conflits qui, je dirais, fragilisent un peu la cohésion à ce niveau. Et certains paramètres sociaux également, la pauvreté, le manque d'infrastructures dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, qui peuvent être des terreaux sur lesquels vont prospérer ces djihadistes pour tantôt essayer de sélectionner, d'essayer de recruter des jeunes dans cette zone pour mener leur sale besogne. Est-ce que les incidents qu'on a enregistrés en Côte d'Ivoire ici, est-ce que cela signifie qu'il y a des cellules ou une implantation sur le territoire ivoirien de la part de ces djihadistes? Est-ce qu'il faut craindre des cellules dormantes ici? En l'état actuel des choses, il ne faut rien négliger. Vous savez, les cellules dormantes, on ne sait pas à quel moment elles peuvent agir. Et je pense que les services de renseignement ivoiriens, en collaboration avec d'autres services de renseignement des pays voisins, travaillent à cela. Il ne faut donc pas négliger cet aspect-là
il faut envisager vraiment sérieusement, essayer de détecter ces cellules dormantes-là pour éviter que le pire n'arrive, s'il n'est pas déjà arrivé à ce qui s'est passé à Kafolo. Alors, professeur, est-ce qu'il y a des zones ou des régions qui sont plus exposées au phénomène du djihadisme en Côte d'Ivoire que d'autres? C'est essentiellement le nord, lié au fait qu'on a un terrorisme frontalier. Le Mali et le Burkina Faso étant devenus des proies, la Côte d'Ivoire a donc sa zone au nord qui est la plus menacée. Et c'est cette zone-là qui est aujourd'hui source d'inquiétude pour les autorités ivoiriennes. Il y a eu Bassam pourtant. Oui, Bassam s'inscrit dans un contexte un peu différent. Et en ce moment-là, la menace du Nord n'était pas encore là. Le Burkina et le Mali étaient encore circonscrits. Mais depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opération conjointe entre l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé, les choses se sont accélérées. On a l'impression plutôt que les djihadistes, dans un processus de représailles, se sont attaqués aux forces armées de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, avec la frontière poreuse entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays, ils ont trouvé matière à pénétrer facilement sur le territoire ivoirien. D'accord, mais est-ce ça dit que Abidjan et la zone sud est à l'abri? Pas du tout. Tout à l'heure, on a parlé des cellules dormantes. La particularité des cellules dormantes, c'est qu'elles peuvent être là, attendre l'heure pour frapper. Et on ne sait pas à quel moment elles vont frapper et où elles vont frapper. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, tout le territoire doit être protégé. Tout le territoire doit être considéré comme zone d'inquiétude, mais c'est essentiellement le nord qui, pour l'instant, donne des signes de frayeur. Alors justement, parce que le terrorisme se finance également à travers certaines activités comme l'orpaillage clandestin qui se développe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement au nord. Donc, est-ce que ce n'est pas une autre facette de la présence, de la menace sur notre territoire ivoirien, sur l'ensemble du territoire? Si, l'orpaillage clandestin est effectivement une source d'inquiétude. Il faut que les autorités, je pense qu'elles ont déjà pris la première de la chose, essayent de recadrer sérieusement cette activité parce que c'est une activité dans laquelle on trouve tout le monde. Et quand je dis tout le monde, des gens qui sont venus pour se faire de l'argent, et d'autres qui sont venus également pour des études bien précis. Et donc c'est à l'État de Côte d'Ivoire d'essayer de vérifier exactement quels sont ceux qui s'adonnent à ces activités-là. Donc il y a quand même des raisons d'avoir peur. Absolument. Alors l'armée ivoirienne est-elle suffisamment outillée pour contrer cette menace selon vous? Je pense qu'au début, elle ne l'était pas. Elle n'était pas. Depuis que les attaques se sont répétées, le commandement, les autorités, a aidé des experts français et d'autres occidentaux, ont commencé à équiper. Et c'est en cela que la création de l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme va venir aider l'armée et les autres forces de sécurité à faire face à cette menace. Justement, en parlant de l'Académie de lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire abrite donc cette infrastructure qui est la première du genre dans la sous-région. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur l'évolution du phénomène? Est-ce que ça ne va pas attirer encore plus l'attention des terroristes sur la Côte d'Ivoire pour l'exposer davantage? Déjà que l'Académie n'existait pas, la Côte d'Ivoire était déjà dans la ligne de mire des terroristes. Et je pense que l'avènement de l'Académie va donner plus de moyens à la Côte d'Ivoire de faire face à cette menace. Moyens au niveau d'abord de la justice, moyens au niveau de ceux qui vont mener des enquêtes pour avoir suffisamment de rudiments pour pouvoir mettre la main sur ces cellules dormantes dont on parlait tantôt, moyens au niveau des forces de sécurité, des forces de l'ordre, de défense, pour essayer d'enrayer cette menace qui plane sur la Côte d'Ivoire. Et je dirais que l'Académie est la bienvenue. Si on a été surpris un peu avec Kafolo et Bassam et Kafolo, l'Académie donne les moyens et c'est une réponse africaine de la lutte contre le terrorisme. Et je pense qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute la région qui va tirer les dividendes de cette lutte contre le terrorisme à travers l'Académie, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Merci professeur. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier message ou une préoccupation particulière que nous n'avons pas évoquée, que vous souhaiterez lancer notamment sur le sujet? Je dirais que essentiellement, certaines raisons font que les djihadistes arrivent à recruter dans la population. Vous avez des raisons économiques, parfois la pauvreté. Vous avez des raisons culturelles, les conflits entre les communautés qui font que parfois certaines communautés sont facilement recrutables par les djihadistes. Vous avez même des raisons historiques
qu'il ne faut pas non plus négliger et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. La réponse militaire est certes importante, mais il faut aussi anticiper, prévenir, s'attaquer à ces facteurs sociaux-là qui vont amener la population à collaborer franchement sans s'exposer aux représailles des djihadistes. Merci professeur. Vous l'avez si bien dit, la solution militaire, mais également la solution sociale, sociologique qui consistera à lutter contre la pauvreté pour justement freiner le phénomène, pour que le phénomène ne s'étende pas à toutes les couches et que la Côte d'Ivoire ne soit pas le terreau de terrorisme qu'on redoute.